Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de la série Sur les sentiers des savoirs. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux élèves précoces, ou HPI, haut potentiel intellectuel. En effet, durant mon expérience enseignante, j'ai eu l'occasion déjà d'avoir des élèves HPI et pour différentes raisons, je me suis intéressé à ce type de public. Pour cela, je suis allé interviewer Éric Lanoé, qui est enseignant dans un lycée à Annecy, mais qui a été aussi un élève précoce. Il a accepté de répondre à mes questions, je vous propose de l'écouter. Éric Lanoé, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accorder quelques instants pendant tes vacances. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter en quelques mots ? Donc, je suis effectivement Éric Lanoé, j'ai la cinquantaine passée et je suis agrégé de lettres. Donc, j'enseigne à des adolescents dans un collège actuellement. Voilà. Un collège qui se situe où ? Qui se situe à Annecy, dans un quartier tout à fait sympathique. C'est la partie Annecy des Vieux, avec un public assez varié, mais avec beaucoup de haut potentiel d'ailleurs parmi les élèves. Et quelle classe as-tu en ce moment ? J'ai cette année exceptionnellement un seul niveau, ce sont des quatrièmes. Certains sont bilingues anglais, d'autres sont des sportifs et d'autres n'ont pas d'option particulière. D'accord. Alors, comme je te l'ai dit, le thème de ce podcast, c'est sur la précocité. Alors, pour rappeler un peu à tout le monde, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que c'est qu'une personne précoce ou HPI et comment sait-on qu'on est précoce ? Alors moi, je vais me baser sur mon expérience personnelle, évidemment, mais que je n'ai décodé que grâce à un test de QI et grâce à tout un tas de lectures. Et je trouve aussi que je suis entouré d'amis qui sont psychologues et spécialisés dans le haut potentiel. Moi, ce que j'en retiens, c'est l'idée d'une grande curiosité intellectuelle, d'un intérêt tous azimuts, aussi d'un fort besoin de sens, quelque chose, une forme d'exhaustivité par rapport au sens, donc du coup un affolement mental aussi, un besoin de brasser beaucoup de données, d'éléments du réel, ce qui fait que dans mon cas, j'ai en permanence l'hyperanalyse et l'hypersynthèse. Alors l'hyperanalyse en mode un peu affolement parce que je fais sens d'éléments, même microscopiques, même invisibles, à d'autres, et puis la synthèse calme un peu, mais fait un bilan de tout cet ensemble. À cela, on doit coupler une grande sensibilité, grande acuité au réel, et dans mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de hauts potentiels, les mots sont très très importants, et ils ont besoin d'être définis précisément. Voilà, sinon ça fait du parasitage dans la communication et pour un haut potentiel c'est souvent ingérable. Donc voilà ce que j'ai retenu en gros pour moi de ce qu'est un haut potentiel. D'accord. Et alors tu as parlé d'un test rapidement, ça consiste en quoi ? Alors, j'ai pas fait le test canonique, moi je me suis rapproché, je l'ai passé enfant, quand j'avais 5 ans, 6 ans, et il était concluant, j'étais au potentiel, à l'époque on disait surdoué, et je l'ai passé récemment dans le cadre de l'association qui s'appelle Mensa, qui regroupe à l'échelle internationale tous les hauts potentiels de tous les pays, enfin ceux qui veulent s'y inscrire en tout cas. Et donc ce sont c'est une épreuve autour de la logique mathématique. Il y a également des tests de langage et de logique pure. Voilà les trois axes principaux. Évidemment, ça ne couvre pas d'autres formes d'intelligence qui sont l'intelligence du corps, l'intelligence relationnelle, l'intelligence musicale, etc., etc. D'accord. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, quand tu étais élève, comment est-ce que tu as vécu ta précocité ? Est-ce que tu as pensé que l'école t'a accompagné ou est-ce que tu t'es senti en décalage ? Alors, j'ai clairement été en décalage sans forcément en prendre conscience, même si je savais qu'il y avait eu ce test, mes parents n'en ont pas fait grand-chose, donc j'ai suivi une scolarité tout à fait normale, dans des petites écoles de petits villages, dans des collèges de petites villes, où il n'y avait pas une forte émulation. Donc je sais que alors j'ai commencé par ne pas faire de CP. Voilà, j'ai appris à lire en 2 mois avec ma mère sur la table du salon. Et sinon, toute l'école primaire, j'ai pas du tout travaillé, par exemple. Mais comme j'avais pas connaissance de réelle, profonde de ce qu'était le haut potentiel, j'ai pas su bien le gérer parce que, par exemple, en CM2 est arrivée une fille qui travaillait énormément et qui m'a dépassé dans les résultats. Et
moi qui étais habitué à ne pas travailler, j'ai pas compris qu'effectivement à un moment il fallait travailler. On m'a pas expliqué ça. Pour moi tout était dû, tout était naturel, spontané, et j'ai pas couplé la notion de connaissance avec la notion d'effort. Et ça c'est une très très grave erreur. J'ai reproduit la chose en sixième. J'étais dans le dernier du classement parce que je n'avais pas compris qu'il fallait travailler pour acquérir des connaissances. Donc le talent ne suffisait plus en sixième au collège. Donc après je me suis repris. J'ai fait une scolarité en collège très satisfaisante parce qu'il fallait travailler juste un minimum. Au lycée, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'étais en gros déficit de sens. Pour moi, c'était pas assez porteur, c'était pas assez stimulant. Le contenu était indigent par rapport à mes besoins. Après, je suis capable de le formuler maintenant. À l'époque, je le vivais, c'est tout, et je le vivais mal, mais sans savoir exactement pour quelle raison. J'aurais dû sortir du lycée trilingue, sans aucun problème, avec anglais-allemand, et puis j'annonce juste en anglais et en allemand comme n'importe quel bachelier de base. Et c'est juste un scandale. J'ai fait un bac scientifique et j'ai mangé des équations dans tous les sens, mais ça n'a aucun sens pour moi. Je faisais ça comme un singe savant, quoi. Et c'est juste scandaleux. On m'a pas nourri en termes de sens, en termes de contenu. Et je peux dire la même chose à propos de la fac, parce que j'ai fait en parallèle 3 licences, en lettres modernes, lettres classiques et puis du spectacle. Je l'ai fait parce que j'en avais la capacité. J'ai failli même commencer une licence de maths en parallèle, mais je n'en ai retenu aucun contenu. Enfin, c'est creux, c'est vide. Il n'y a pas assez de densité intellectuelle, il n'y a pas assez de contenu pour moi. Donc j'ai tout passé sans aucun problème. Après, je passais les CAPES, l'agrégation, etc. Mais jusqu'à assez récemment, quand j'ai fait le test de QI et que j'ai compris ce qu'était le haut potentiel, j'ai fait cela un peu comme un animal savant, et sans pouvoir donner du sens. Donc c'était extrêmement frustrant. Il n'y avait pas de satisfaction réelle. Donc le travail, je le fais maintenant que j'ai compris que j'étais au potentiel et que je peux donner du sens aux informations que je stocke. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, pendant toute cette période, avec le recul, qu'est-ce que les différents enseignants que tu as pu avoir auraient pu ou dû faire alors pour davantage t'aider à donner du sens? Alors, il aurait fallu que je sois dans un contexte plus porteur. J'étais dans les petits lycées ou les petits collèges de province. Il n'y avait vraiment pas d'émulation. J'étais toujours premier de la classe sans faire aucun effort. Voilà, j'avais pas de raison de me mettre au travail. Et alors que j'en avais la capacité. Donc, en fait, c'est pas vraiment la faute des profs eux-mêmes. Alors, certains étaient vraiment indigents et me laissaient extrêmement frustré. Mais d'autres, je comprenais qu'il y avait une intelligence, mais ils ne pouvaient pas la déployer dans le contexte même de l'école où ils enseignaient. Parce que j'aurais été le seul à pouvoir suivre, ou avec un ou deux autres camarades. Donc c'est le contexte en fait qui n'était pas porteur. J'aurais été dans un lycée de la partie bourgeoise d'une grande ville, oui là j'aurais pu me déployer, mais ce n'était pas le cas. Et je peux le dire la même chose de la fac. J'étais à Caen, c'est avancé, mais par rapport à ce que j'étais capable de faire, il n'y avait pas de contenu. Donc certains profs étaient puissants, mais ils ne pouvaient pas déployer leur puissance, et donc je ne pouvais pas recevoir leur enseignement à 100% parce qu'ils n'étaient pas déployés. D'accord. Et alors du coup aujourd'hui, bon, tu m'as dit que tu es enseignant, tu as des élèves HPI, d'après ce que tu m'as dit au début. Quel est ton avis sur la prise en charge des précoces par l'école aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des changements ou pas? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, donc moi, mon dépistage est assez récent, il date de 3-4 ans. Avant, évidemment, j'ignorais complètement ces élèves HP, même si je l'étais moi-même, mais j'étais pas en mesure de comprendre ce que ça voulait dire. Et quand les parents me parlaient de leur fils qui était au potentiel, etc., ça me faisait rigoler parce que je ne le voyais pas forcément très performant. Alors j'ai compris effectivement pour quelle raison ça se jouait de cette façon. Et alors actuellement, moi je peux dire que dans mon collège, moi je peux les repérer, je peux immédiatement savoir quel élève est au potentiel, et j'invite la famille dans certains cas à faire le dépistage quand je vois que l'élève justement ne peut plus tout faire au talent, qu'il est obligé d'avoir des méthodes, et ce à quoi un élève HP n'est pas habitué. Donc parfois effectivement je demande aux familles de faire le dépistage, je les invite à faire le dépistage pour qu'ils puissent lire ensuite, se documenter, comprendre exactement comment fonctionne le cerveau d'un HP. Mais sinon, moi, dans mes cours, ils sont 30,
je ne peux absolument pas faire cours pour 1, 2, 3 élèves. Donc il reste laissé pour compte. Le phénomène est connu. Il y a un département, un rectorat qui doit gérer plus ou moins la chose. Il y a un certain nombre de procédures, voilà, pour dépister ou pour accompagner. Mais dans la réalité, tout cela reste très théorique et aucune structure n'est vraiment mise en place. Il y a quelques établissements à Chambéry, voilà, où on accueille les enfants HP, on les intègre avec d'autres élèves et ils ont un enseignement spécifique, mais partout ailleurs, c'est juste infaisable matériellement. Et moi j'en souffre, hein, je trouve ça cruel pour eux. Alors de temps en temps il y a des petites complicités, voilà, parce que j'en vois certaines informations et je sais que les hauts potentiels font comprendre, vont saisir la chose, et de même que je peux répondre à leurs besoins qui sont différents des autres élèves, leurs besoins de précision linguistique, leurs besoins d'exhaustivité, leurs besoins de synthèse, etc. Donc ça, je sais que quand ce besoin est formulé, je sais d'où il vient et j'y réponds immédiatement le mieux possible, mais ça reste cosmétique par rapport aux vrais besoins fondamentaux de ces élèves. Et comment tu t'y prends? Tu leur donnes du travail supplémentaire, des recherches à faire, tu les incites, je sais pas, à faire des exposés ou à aller plus loin? Comment tu fais? Je n'ai simplement pas le temps matériel de le faire dans mes classes. C'est vrai, j'aimerais pouvoir dire que je le fais. Ça me ferait vraiment très plaisir. Mais réellement, concrètement, je n'ai absolument pas le temps. Ça demanderait une logistique. Et en fait, ça demanderait un travail d'équipe. Ça demanderait une élaboration au niveau de l'établissement même pour qu'il y ait une vraie politique, il y ait un vrai accompagnement, un vrai encadrement. Et dans ce cas-là, ça serait jouable, ça serait totalement faisable. Mais le faire moi, dans mon coin, isolé, pour quelques élèves, c'est juste colossal en termes d'investissement et je n'en ai pas les moyens actuellement. Voilà. Je le déplore, hein. Je peux bien reconnaître que je pourrais faire mieux, mais en réalité, c'est pas le cas. D'accord. Alors, finalement, pour toi, la précocité, pour un élève en tout cas, et même plus tard pour un adulte, est-ce que tu vois ça comme une chance, un défi ou une difficulté à gérer? Alors, tout d'abord, c'est un fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il est reconnu. On en parle dans les médias. Il y a tout un tas d'auteurs, de psychologues qui en parlent. Et donc, on connaît mieux la réalité. Il y a beaucoup de discussions autour d'un certain nombre d'éléments liés au HP. En fait, c'est vraiment une bonne chose. Pour moi, je vois que ça reste une chance globalement. Mais effectivement, ça peut se transformer si c'est pas pris en compte en un vrai problème. J'ai des amis autour de moi qui viennent de se faire détecter et qui savent qu'ils ont perdu 20 ans, 30 ans de leur vie parce qu'ils sont passés à côté d'eux-mêmes. Donc ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient de telle façon, pourquoi ils étaient obligés de changer de travail tous les ans, tous les 2 ans, pourquoi rien ne les satisfaisait, etc. Donc c'est un vrai problème. C'est une chance si cette spécificité est respectée et si on ancre parce que le HP, on pense HPI au potentiel donc intellectuel, et il y a vraiment un besoin en parallèle d'un ancrage dans le physique, dans le corporel, dans le sensible, la musique, les arts, etc. Ça c'est vraiment essentiel. Sinon on dépense trop d'énergie sur le plan intellectuel. Donc c'est une chance, mais il ne faut pas ne centrer les efforts que sur l'aspect intellectuel. Personnellement, je pense qu'il faudrait rajouter effectivement pour ces élèves-là systématiquement de la psycho, pour ce connaissance de soi, connaissance des autres, de ses émotions, connaissance des codes sociaux, etc. C'est vraiment très important que ces élèves qui pensent vite, voilà, aient des éléments pour se comprendre. Et il faudrait, je pense, aussi rajouter des éléments de sociologie, de philosophie. Voilà, pour se situer par rapport, enfin, à l'intérieur d'une société par rapport à un certain nombre de courants de pensée, pour donner du sens à beaucoup de choses. Donc c'est un ancrage physique, un ancrage sensible et un ancrage aussi, voilà, psycho-sociaux. Et parce que sinon on reste au niveau de la connaissance. Alors ça, je peux le dire maintenant que j'ai la cinquantaine passée. Et en fait, la connaissance en soi n'est pas satisfaisante. C'est à partir du moment où la connaissance devient sagesse, c'est-à-dire une connaissance incarnée, un savoir vécu, un savoir validé par l'expérience, que ça devient intéressant. Donc il faut, et c'est ce que je fais dans mes cours pour le coup, parce qu'on étudie des œuvres, et je fais, il y a toujours une étape où je demande aux élèves ce que l'œuvre
a construit en eux pour qu'ils aient ce feedback. Alors je le fais pour tout le monde, mais ça permet de donner du sens, un sens en termes de connaissances. On a appris ceci par exemple sur le roman fantastique, sur le roman réaliste, et maintenant passons à une autre échelle de sens qui est la sagesse. Qu'est-ce que ça vous a appris de voir ce personnage agir de telle façon, etc. Voilà, les élèves au potentiel ont cette chance de pouvoir passer assez vite d'une idée à une autre, voilà, une grande flexibilité intellectuelle. C'est vraiment une chance, mais c'est vraiment important, essentiel, crucial de les nourrir, de les alimenter. Et dans cet ancrage physique, est-ce que tu penses que de coupler la scolarité, le côté intellectuel avec une pratique sportive, avec toutes les valeurs qui sont inhérentes au sport, évidemment, est-ce que ça te paraît être quelque chose de pertinent, notamment pour ces élèves-là? Oui, tout à fait. Alors, je suis heureux que tu rajoutes avec les valeurs qui vont avec, parce que là, je suis dans un établissement où il y a des classes sport et études, en quelque sorte, c'est pas exactement l'intitulé, mais c'est la philosophie. Simplement, l'aspect, comment dirais-je, groupe, vie de groupe, solidarité, entraide, etc. n'est pas du tout développé. Donc on a des élèves qui font du sport pour le sport, sans comprendre les valeurs qui sont associées à cela. Avec uniquement la compétition. Le sport, c'est essentiel. Et le physique. Et dans le physique, je mets tout ce qui est sensible, c'est-à-dire les arts, donc dessiner, peindre, mais aussi des activités manuelles, bricoler, coudre, voilà. Et puis la musique, nécessairement la danse, pour moi ça me semble complètement essentiel pour ancrer ces enfants qui partent assez vite dans le mental, pour les ancrer dans le réel. En fait, moi j'ai eu cette chance, enfant, d'avoir un père qui bricolait, et je suis moi-même capable de construire une maison de A jusqu'à Z, de réparer les voitures, de réparer tout. Donc j'ai des mains, j'ai pas uniquement un cerveau, j'ai vraiment des mains. Je suis architecte, je suis menuisier, je suis carreleur, et ça a été pour moi c'est aussi important que le reste en fait. De même que je suis sportif, je fais du ski, de la voile, de la natation, du footing, etc. J'ai plein de sports, et pour moi c'est vraiment crucial. Et je pense que oui, dans un véritable enseignement, on inclurait tous ces éléments-là. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour avoir répondu à mes questions, et puis je te souhaite bonne continuation pour tes projets. L'interview d'Éric Lanoé fait apparaître, à mon sens, au moins 2 idées essentielles. D'abord, et c'est ce qu'il a évoqué en premier, la soif de savoir. Ces élèves HPI ou précoces, d'une façon ou d'une autre, même s'ils ne le formalisent pas directement, ont un besoin de savoir, un besoin d'exhaustivité et surtout une curiosité intellectuelle qui a besoin d'être rassasiée au sens premier du terme. La deuxième chose qu'il a dite, c'est la difficulté pour les HPI de travailler. Paradoxalement, on pourrait croire que ce sont des élèves qui réussissent partout sans aucun effort. Or, c'est aussi un petit peu le piège. D'où l'intérêt dans la pédagogie envers ces élèves-là, de les inciter à des méthodes de travail analytique, à fournir un travail régulier et soutenu, même si ils ont du mal à en voir le sens. Je verrai encore d'autres idées. C'est d'abord l'importance de donner du sens, justement, aux apprentissages, non pas d'apprendre et d'annonner, mais véritablement de donner sens, de donner corps à tout cela. Enfin, la dernière chose, c'est aussi l'importance de l'intelligence physique. Non pas d'utiliser uniquement l'intellect, mais aussi les autres sens. Et le sport, les arts, tout cela sont des choses qui peuvent permettre aux HPI de développer leur potentiel qui est déjà remarquable en soi. Alors, la prochaine fois, nous nous intéresserons, pour le dernier podcast avec un invité, à l'importance de la prise en compte de l'environnement dans la scolarité des élèves, non seulement pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons d'ordre plus pédagogique. D'ici là, bonne semaine et à bientôt.